de France Maghreb 2. Au menu de ce grand forum pour ce jeudi, avec cette question du jour, pour afficher son soutien au mouvement des Gilets jaunes, Jean Lassalle arbore un gilet jaune lors des questions sur les manifestations. Soutenez-vous ce geste? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous parlons aussi du leader centriste qui appelle à comprendre qu'un tel mouvement est un révélateur d'une crise profonde de la société française quand François Bayrou demande au président Macron de réfléchir. L'Arabie Saoudite est un allié spectaculaire. La CIA n'a rien trouvé d'absolument certain. Les propos de Trump dans l'affaire Khashoggi font bondir les élus américains. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum. Et pour vous accompagner aujourd'hui, Yasser Louati, Mehdi Chebaiki ainsi que Razik Metiche. LGF, le Grand Forum, bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver pour jusque 18h, votre émission, votre talk de fin d'après-midi, avec Yasser Louati qui va nous rejoindre dans quelques minutes, ainsi que Mehdi Chebaiki, notre Lyonnais. Et oui, et il est là, et notre Marseillais, Razik Metiche, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Razik? Très bien. Impeccable? Impeccable, je dirais pas ça, différents problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive pas forcément à moi personnellement, mais à nous globalement sur Bobigny, c'est qu'on a une gestion calamiteuse de la part de l'OPH, le bailleur social, le plus grand bailleur sur la ville, plus grand logeur de la ville. Ah ouais, t'as l'air vénère là. Énervé non, mais ça commence à me chatouiller, ouais. Bon, et ben justement, t'as décidé d'en faire un avis tranché. Oui. Tout à l'heure, après. Tranché, tranchant. Tranchant? Ouais. Ah ouais. Ouais, mais c'est là on est au-delà du manque de respect. On est dans la mise en danger d'autrui, on est dans du foutage de tête pour rester poli, voilà, et dans le mépris le plus total et le plus condescendant. J'ai pas de mots assez forts pour dire à quel point cette gestion-là dans un pays démocratique, social, 6e puissance mondiale à 3 km de Paris, faire dormir, faire loger ses habitants, ses locataires dans des conditions aussi indignes, sachant que le bailleur a son siège social domicilié dans ce bâtiment même, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prétexter de ne pas être au courant, c'est que c'est de l'irresponsabilité, du manque de respect au minimum, voire c'est un peu plus que ça, qu'il y a une volonté politique de dégager Réserve-toi les classes sociales. Oui, on va se réserver. Réserve-toi, je te sens chaud là. Non, c'est légitime, il y a des colères légitimes comme dirait l'autre et je pense que c'est une colère qui est on ne peut plus légitime, on a été trop patient, trop indulgent et il joue de notre faiblesse, de notre patience pour connaître d'autres villes, d'autres classes sociales. Les HLM sont pas gérés comme ça dans le 92, les HLM dans les endroits où les gens votent, où les gens sont un minimum respectés, ce n'est pas géré comme ça. Et là ils ont pris une ville qui est pas ravagée socialement mais où il y a des effets de la crise économique, ils ont une population qui est vulnérable, ils en profitent au maximum. Alors mon cher Mehdi, tiens, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et avant que nos amis nous rejoignent, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, parce que je sais que tu es un fan de tennis inconditionnel, oui. Et que là c'est apparemment un rendez-vous important, c'est peut-être la DER de Yannick Noah, le capitaine. C'est sûrement la DER de Yannick Noah. Il y a France-Croatie en Coupe Davis, c'est assez marrant, c'est assez beau l'histoire quand elle se répète comme ça, donc les Croates peuvent avoir une revanche. Toi, quoi qu'il arrive, on va avoir deux finales dans deux sports majeurs qui vont opposer la France et la Croatie. C'est hyper beau, hyper rare pour être souligné. Première chose. La deuxième chose, pour être amateur de tennis, ça fait 15 ans que 15-20 ans même que j'en pratique et peut-être 7-8 ans en club. La France, individuellement, ils n'ont pas de stars, mais en Coupe Davis, c'est une équipe majeure. Ça veut dire qu'ils ont soulevé beaucoup de saladiers, beaucoup de finales. Ils ont pris l'année dernière la Coupe Davis face à la Belgique, alors qu'il y avait Goffin, qui est un excellent joueur, qui était mieux classé que l'ensemble des Français. Mais il y a vraiment une équipe, il y a un esprit d'équipe dans le Team France qu'on retrouve pas forcément en face. Et en face, on aura les Croates qui ont un joueur majeur qui est Marian Cilic. Qui de mémoire il doit être numéro 4 ou numéro 5 mondial, qui est un top joueur, un top player, qui lui doit une revanche à son club dans la mesure où il a eu des balles de match pour remporter le saladier pour la Croatie pour la première fois. Et au final, il avait perdu face à Del Potro contre l'Argentine. Donc il souhaiterait offrir à la Croatie ce saladier. Donc il y a un gros match en perspective. Pour ceux qui y peuvent, c'est à Pierre-Mauroy au stade de Lille. Allez-y, ça va valoir le coup. Et peut-être un nouveau saladier au bout et Noah qui partirait comme un grand champion. Je suis pas forcément un de ses fans, mais il faut lui reconnaître que... Ah ouais, quand même. J'ai un peu du mal moi avec les gens qui sont pas contribuables en France et qui donnent leur avis. J'ai un peu du mal. Faut être cohérent politiquement parfois. Alors, on connaît ça notamment du côté de Lyon, non? Je sais pas, Mehdi, salut.
Ah bah salut à tous, bonjour à nos auditeurs. Bien sûr qu'on connaît ça, la dernière finale de coupe, enfin la finale de Coupe de Vis gagnée par Yannick Noah, c'était où? À Lyon. Eh ben voilà, exactement. Voilà, Razik. C'est que Lyon parfois peut porter bonheur. Comment ça Tout le parfois? temps, Attends, parfois. je sens une petite. Non, c'est l'Olympico, c'est l'Olympico. Ah oui, d'accord, oui. Comment ça va, mon cher Mehdi? Ça va très très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Une équipe de choc aujourd'hui, les gars. Dans le grand forum, il y a Serloitier qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, on dit un petit mot sur le foot, Razik, parce que en plus qu'on est dans le sport. Un coup dur pour le PSG là. Il y a un double coup dur. Après, comme on se disait en off, un double coup dur ou pas. Là, on a les deux pépites, on a les deux stars du PSG qui ont été blessés sur les matchs amicaux. Pour un match pourri en plus. Sur deux matchs qui ont aucun intérêt. Ça veut dire Brésil-Cameroun, un match amical pur sucre, et France-Uruguay, un match de gala. Neymar qui sort à la 10e minute blessé aux adducteurs. Donc pour le coup c'est une blessure qui s'avère sérieuse, surtout que la rééducation prend un certain temps et on ne peut pas forcer. Ils sont plutôt rassurants quand même, le staff brésilien. Hein. Oui, ils sont rassurants. Enfin, est-ce qu'ils pourraient dire là tout de suite qu'ils déclaraient forfait Neymar? Enfin voilà, ça. Et Mbappé c'est l'épaule lui. Hein. Mbappé c'est l'épaule. Après pour regarder, moi je suis Mbappé depuis, je suis fan de ce joueur, même s'il est au PSG, je suis totalement fan de ce joueur. Pour le regarder, non mais c'est vrai, faut dire, c'est une pépite. On a la chance qu'il soit français, on a la chance qu'il vienne de Bondy. Il a une histoire formidable et c'est. Vous voudrez bien à l'OM, hein. Ouais, j'aurais rêvé qu'ils viennent. Vous avez pas les moyens, cherchez pas. C'est pas encore la nuit, donc pour rêver, je vais attendre encore un petit peu. Ouais. Mais oui, donc les deux stars du PSG, les deux recrues achetés à plus de 400 millions d'euros, qui seraient pas là sur le match de la décennie pour le PSG, ça veut dire que le PSG version QSG est en danger pour passer en 8e de finale. C'est une première dans le PSG version QSI. Donc ça, c'est le verre à moitié vide, en disant que si les deux stars ne sont pas là ou s'ils sont amoindris, parce que je pense que Neymar ne sera pas aligné, mais je pense que Mbappé sera aligné, mais il sera pas à 100%. Après, le deuxième cas de figure, c'est que les deux ne seront pas là et qu'on fasse jouer Di Maria et Draxler en lieu et place de Mbappé et Neymar. Et pour rappel, le PSG a battu Barcelone 4-0 dans le match référence. Oui, bon, on parle pas du match retour, hein. On parle pas de la remontada, on va pas parler des choses. Il y aura pas de match retour là pour le coup. Si vous les battez 4-0, vous passez à peu près. En tout cas, il y a une chose certaine, messieurs, que ce soit Mehdi à Lyon et toi, supporter de l'Olympique de Marseille, ce sont des choses que vous avez ce point commun de ne pas connaître, j'allais dire, pour vos clubs respectifs, ces difficultés que nous avons nous. Parce que nous, on est en Champions League, tu vois, on est en haut de l'affiche. Je te laisse répondre, Mehdi, ou je m'en occupe? Bah, écoute, alors bon, déjà, moi, je suis un peu entre les deux feux. C'est comme sur la carte nationale, tu vois. À Lyon, on a un problème au nord et un problème au sud. Mais ceci étant, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'avec environ 327 milliards de budget et tout cet engouement parisien, hein, donc quand même la première région de France derrière le club, qu'il fasse un peu mieux quand même que dépasser ces quarts de finale, parce que allez, il y a le Borussia Dortmund, il y a Schalke 04, il y a certainement les Grasshoppers de Zurich qui ont dû faire mieux que vous en Ligue des Champions. Enfin, il me semble. Hein, il y a beaucoup de monde. Christophe. Il y a beaucoup de monde. Non, tu te trompes pas. Marseille avec Brandao, ils ont fait autant que vous avec un but du talent de Brandao. Ouais, effectivement. Brandao. Hein. Alors, Mehdi, juste un petit coup de gueule peut-être à passer pour le PSG et ses difficultés justement avec l'absence de ces deux joueurs mythiques. Oui, bah écoute, non, c'est comme les difficultés de Carlos Ghosn, hein, au-delà des 10 millions, je fais pas attention. Bon, bah très bien. Merci beaucoup, cher Mehdi. Hein, c'est super. Comme commentaire, j'allais dire, je vais quand même pas pleurer sur le sort du PSG, de Neymar et de Mbappé. Non, moi et là c'est même pas en tant que supporter lyonnais que je parle, hein, en tant que supporter de la plus belle équipe de France. Non, là je dis vraiment en tant qu'individu, c'est dommage pour Paris, mais avec le banc qu'ils ont, bon voilà, je pense qu'ils ont largement les moyens de passer. Après, c'est Liverpool en face, finaliste de la dernière Ligue des Champions et qui est dans l'obligation de résultat, sachant qu'ils auront un dernier match coup près face au Napoli. Donc je pense pas que Liverpool va venir avec la fleur au fusil. Ouais. Donc ça sera un vrai 16e de finale. Je vais quand même être fair play. Il semblerait que cette année, Paris rencontre enfin de grosses difficultés en poule, en phase de groupe. Donc peut-être que ce serait un signe que ça se passerait plutôt pas mal s'ils sortaient des groupes.
Ça Bon. serait un accident industriel. Je vais regarder ça avec grande attention, avec une bonne En pizza. tout cas, le fait de parler de foot, les gars, ça a fait venir notre ami Yasser Louati plus tôt que prévu, donc c'est tant mieux. Peut-être qu'il avait un truc à dire là-dessus, je Sur ne sais l'OM, pas. je pense. Ouais, voilà. J'ai 2 supporters d'OM en face de moi, cher cher Mehdi. Nous, c'est le bout. Hein. Donc tu Non, mais comprends. quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Ah, exactement. Dixit Brice Hortefeux, bien sûr. Hein, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a plusieurs, ça devient problématique. Mais pourtant, ils sont bel et bien là. Salut Yasser. Salut Christophe, comment ça va? Comment ça va? Très bien. Bon, ravi de te retrouver une nouvelle fois. Donc je te présente Mehdi chez Baiki, je te présente Razik Métis. On se connaît. Ah, vous connaissez? Oui. Ah oui. Finalement, ce monde est petit. Très petit. Très petit, ouais. Ouais. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Et le monde se retrouve à France-Maghreb sur le Grand Forum. Exactement, c'est magnifique. Cher Yasser, juste avant de démarrer cette émission qui va être très chargée une nouvelle fois, Ouais. la semaine dernière, nous relayons à l'antenne l'enquête du CJL à propos donc de la mairie du 20e avec une mort à la clé, on le rappelle. Et quelques minutes après l'émission, on va dire, on a appris donc le directeur Général des services. qui a Ouais. été démis de ses fonctions. Alors, c'est Daniel Simonet de la France Insoumise qui a saisi le dossier. On a parlé au Conseil de Paris le jour même où on était à la radio, ça veut dire jeudi dernier. Ouais. Donc elle a demandé à ce que, en fait, elle a déjà retracé repris l'historique du personnage, qu'il y a eu plusieurs alertes qui avaient été lancées, que Ouais. il y avait des tentatives de régler le problème en interne et que rien n'a été fait. Ouais. Donc Daniel Simonet disant que malgré les mises en garde, malgré, après les révélations du CJL, je demande à ce qu'une enquête administrative soit diligentée, D'accord. chose qui a été faite et donc de facto le DGS a été suspendu. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que selon les informations qui nous sont parvenues mais que nous n'avons pas réussi à confirmer, c'est que Didier Conque, le DGS de la mairie du 20e, aurait porté plainte contre le CJL. D'accord. Toujours pas pour dénonciation calomnieuse. On n'a Ouais. eu aucune trace pour le moment. Ouais. Ce qui est une aberration. On peut dire la mairie réagit contre le CJL lorsqu'il révèle des choses factuelles, mais pendant des années ne réagit absolument pas lorsque des personnes sont en souffrance. Donc la seule réaction de la mairie vis-à-vis de cette situation-là, c'est de porter plainte contre le CJL et non pas de se poser la question comment en sont-ils arrivés là, avec la mise à l'écart de Madame Sabine Vorin qui plus tard a été retrouvée morte sur son lieu de travail. On le rappelle évidemment. Mais en tout cas, le CJL a pointé du doigt là un vrai problème puisqu'il y a eu sanction à la clé derrière. Donc ça veut dire qu'on reconnaît quelque part qu'il y a souci quand même. Oui, c'est que Voilà. il y a eu un faisceau L'info essentielle d'éléments qu'on pouvait plus nier. Et c'était pas un témoignage, c'était plusieurs témoignages. Mais ce qui a fait durer cette situation, c'est l'omerta qui régnait à la mairie du 20e, avec le personnage qu'on connaît de Frédéric Calandra à la maire du 20e. Ouais. Donc les gens étaient apeurés, son DGS était tout puissant et protégé. Les syndicats n'ont saisi de ce que nous savons, n'ont vraiment commencé à bouger qu'après l'enquête du CJL qui a été reprise dans la presse. Bon. Alors, messieurs, juste aussi avant de démarrer notre sujet à la une, on va parler de Jean Lassalle. Moi, il me fait rire, hein, Jean Lassalle. Franchement, j'aime beaucoup le bonhomme. Comment? Quand on connaît ses positions sur la question du racisme. Ah oui, non, mais je te parle du personnage, moi. Ah oui. Je rentre pas là-dedans. Enfin, je rentre pas en profondeur, si tu veux. Comme un clown, quoi. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Exactement. Je l'assume. Cher Yassar, hier, nous évoquions cette problématique parce que ça en est une véritable problématique. Le fait de l'augmentation des frais d'inscription dans les universités à partir de la rentrée 2019 pour les non-européens. Des frais qui, évidemment, concernent tous les non-européens, à savoir donc algériens, tunisiens, marocains, camerounais, ivoiriens, etc. Alors, la question a été posée hier au Premier ministre Édouard Philippe. Il a répondu. Je vous demande de bien écouter, d'être très attentif à la réponse d'Édouard Philippe. Vous allez voir si vous avez remarqué comme moi qu'il a oublié quand même l'essentiel. Écoutez le Premier ministre. La Cour des comptes a, je crois, je dis je crois car je n'ai pas été destinataire de ce rapport. Enfin, il se trouve que la presse l'a eu, donc elle en fait état, et c'est très bien ainsi sans doute, mais la presse fait état d'un rapport de la Cour des comptes qui inviterait le gouvernement à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants français. Je vais vous dire les choses d'une façon très claire, monsieur le député. En général, et de façon, je dirais même, systématique depuis le début de ce quinquennat, lorsque je veux annoncer une réforme, y compris difficile, je le dis clairement. Clairement. Y compris quand c'est peu populaire.
Eh bien, avec la même clarté et la même précision, je veux vous dire qu'il n'est ni dans les projets de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ni dans les projets du gouvernement de procéder à cette augmentation pour les étudiants français ou pour les étudiants européens. Et que cette invitation qui, paraît-il, aurait été lancée au gouvernement par la Cour des comptes, restera une invitation, mais à laquelle nous ne donnerons pas suite. Alors, vous avez remarqué quelque chose ou pas? Mais quelle langue de bois. Mais Non, non, incroyable. mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non, mais c'est incroyable. Moi je parle des étudiants non européens. Ouais. Et lui, Absolument. il parle uniquement des étudiants français et des étudiants européens. Or, c'était pas ça le problème. Bien sûr. Voilà. Donc, langue de bois, effectivement, quand tu nous Non, tiens. Hein. Enfin, sincèrement, c'est vraiment on peut avoir que du mépris vis-à-vis d'un exécutif qui ment et de manière éhontée, ou bien qui insulte l'intelligence de ses interlocuteurs. Sans parler du mépris d'Emmanuel Macron vis-à-vis des classes populaires et du peuple en général, ou plutôt de la population française, parce que bon, définir le peuple est une grande histoire. Ouais. Maintenant, concernant cette déclaration, je veux dire, sincèrement, j'ai vraiment lâché l'affaire sans ce gouvernement-là. De toute façon, maintenant, on parle de faire payer une redevance pour tous les smartphones et les ordinateurs portables, etc. Donc Ah bah oui, on va chercher de l'argent où il y en a, cher Yasser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, Hein on va chercher de l'argent là où c'est difficile de l'avoir, mais auprès de ceux qui n'auront pas le choix. Ah oui. Parce qu'on c'est parle, sûr. il fallait 80 milliards de l'évasion fiscale, Ah personne ne oui. les attaquer. Ouais. On a Attaque qui manifeste depuis maintenant plusieurs semaines contre, ou plutôt face à Apple sur l'évasion fiscale. Il y a personne Ouais. qui agit. Donc non, c'est que Apple, il y Google. a un non-dit, c'est que voilà, Amazon. il vaut mieux s'adonner à l'évasion fiscale à grande échelle que d'être un petit contribuable. C'est ce qu'a fait Mehdi d'ailleurs. Hein. Il s'est évadé à Lyon, lui. Voilà. Voilà, juste à 130 km de Genève, hein, pour être précis. Voilà. Donc c'est pas très loin finalement, hein, l'évasion fiscale de chez toi. Non, non, c'est juste à côté. Et puis, allez, pour l'anecdote, hein, j'ai été chauffeur privé il y a quelques années, hein, il y a très longtemps de cela. Ah oui. Et il m'est arrivé d'emmener souvent des gens faire un aller-retour à Genève, un aller-retour assez court. Ah oui, avec des mallettes. Un aller-retour assez Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour ce commentaire. C'est parti pour le sujet à la une. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Attention, Parfait, une annonce monsieur a été Lassalle, diffusée. ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès verbal et vous en subirez les conséquences. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lassalle sait par expérience que si le ridicule ne tue pas, moi je pense. Je pense aux deux personnes. Je pense aux deux personnes qui sont mortes depuis samedi. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que si il y a l'ordre public. Mais qu'est-ce que c'est de s'offusquer contre un député du peuple, élu par le peuple souverain dans sa diversité et qui est dans l'exercice de ses fonctions? C'est pas parce qu'ils ne disent rien, qu'ils ne font rien et que notre pays est en danger qu'ils ont raison. Pendant 30 ans, les élites, la France d'en haut, Paris, n'a pas voulu entendre cette France invisible. C'est en disant ce sont des fachos, c'est des poujadistes, là maintenant c'est des anti-écolos, c'est la France du non. On veut pas l'entendre, on met un couvercle dessus. Le nœud de tout ça, c'est un profond sentiment d'injustice. C'est comment ça se fait que nous on est en bas et qu'on galère et que ceux qui sont en haut, eux, ils se gavent. Voilà, ça, vous avez entendu successivement donc le président de l'Assemblée nationale, monsieur Richard Ferrand, qui a demandé à Jean Lassalle de retirer ce gilet jaune qu'il a brandi. Plus que demander, il l'a menacé. Enfin, Ah, oui. vous en subirez les il a pris conséquences. l'amende, hein, On se croirait en fait. vraiment qu'il allait se prendre la foudre Oui. à l'instant T. Et la réponse juste derrière du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et Griveaux aussi. Et donc on a terminé avec François Ruffin, donc pour donner un petit peu l'étendue de cette affaire. Jean Lassalle s'en est expliqué. Il a dit voilà, moi j'ai fait ce geste pour soutenir quelque peu effectivement ces manifestants, ces mouvements des gilets jaunes et je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passera s'il y en a plusieurs qui le brandissent. En tous les cas, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'Assemblée nationale, c'est De Rugy qui avait fait passer cette loi intérieure qui vise à interdire tout signe extérieur Absolument. ou distinctif. C'était juste après l'affaire d'ailleurs Des maillots de foot. des maillots de foot qu'avait brandi Ruffin, justement, Absolument. François Ruffin, Absolument. avec s'était pointé avec un maillot de foot, etc. Ils ont Donc, changé le règlement de l'Assemblée nationale. c'est ça, ils ont changé le règlement, donc pas de gilet jaune, pas de maillot, rien. Il faut être neutre et bien habillé à l'Assemblée nationale, Yasser. Ouais, Ouais. Et à part ça, ouais. pas grand chose. Non, mais Jean Lassalle, le geste, c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez le geste? Non, enfin,
On connaît le personnage, bon, sa longue marche qu'il avait entreprise il y a quelques années, et puis quand il s'est mis à chanter avec un patois local à l'Assemblée, etc. Oui. Bon, voilà, il est en couleur, mais malheureusement, bon, c'est pas ça qui fera la révolution, comme on dit. Alors, juste si je peux oui, vas-y, je t'en prie, aussi vas-y. dans ce sens. Quelques éléments de réflexion aussi. C'est une tradition en fait dans l'Assemblée nationale, ça c'est oublié aujourd'hui. Si vous reprenez des vieilles cassettes, c'était une tradition en fait faite par le Parti communiste à une certaine époque où certains députés communistes arrivaient en bleu de travail à l'Assemblée nationale pour justement personnifier la représentation que le Parti communiste voulait faire du monde ouvrier. Ça veut dire que même dans leur symbolique, dans leur tenue vestimentaire, ils avaient en termes d'image cette volonté de faire en sorte que les ouvriers symboliquement siégeaient, étaient représentés à l'Assemblée nationale par le bleu de travail. C'est une vieille tradition française que justement que de vouloir parfois marquer sa différence. Il y a eu des modes avec des pins, avec des écharpes. Pour le coup, vouloir brider à ce point l'Assemblée, la représentation nationale, sachant qu'on a un scrutin majoritaire à 2 tours qui de fait bride les représentations, je pense que c'est un peu fort. Ensuite sur Jean Lassalle, c'est un personnage fort en couleur. Non mais on soutient le geste ou pas? Faut pas arrêter de pratiquer la langue de bois, oui ou non? Moi ça m'a interpellé, quelque part j'ai trouvé ça comme comme il y avait une part de démagogie, je le dis comme je le pense. Ouais. On peut pas l'accuser de faire de la récupération politique, lui. Non, on peut pas l'accuser de faire récupération politique. Après, là où le bas blesse, malheureusement, c'est lorsqu'on a vu que ceux qui se sont précipités à la salle des 4 colonnes, c'est-à-dire la salle de l'Assemblée nationale, où les journalistes ont accès pour faire leurs interviews, c'est le Rassemblement national qui s'est dépêché pour défendre Jean Lassalle. Donc, je crois la France insoumise aussi. Et la France insoumise aussi, oui aussi. Mais il est aussi proche de ce qu'on appelle la droite dure, avec les voyages en Syrie, etc. Oui, enfin c'est un personnage. Pour le coup, il a été élu sur c'est même pas un parti, c'est une officine pour le coup. Personne ne connaît. Mais quoi, il amuse la galerie, c'est ça? Il amuse pas la galerie, mais après, il faut savoir, il est député de quelle région? Des Pyrénées, Hautes-Pyrénées. Il est député d'une région qui est totalement dans la thématique des transports, enfin des services publics absents, de la périruralité, de l'abandon, du sentiment d'abandon. Donc quelque part, il pouvait aussi se faire le représentant d'un écho, d'un sentiment qu'il avait, qu'après il souhaitait brosser un certain électorat dans le sens du poil. Oui, c'est de la politique, on le sait. Mehdi, alors sur Jean Lassalle. Jean Lassalle, déjà, il représente des Français que à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, on ne croise pas. Absolument. Des Français qu'on ne connaît pas. Des Français qui ont une vie. Alors bon, on reste quand même dans le même pays avec le même niveau de vie, mais quand même il y a une culture rurale qui n'est pas celle des citadins, et qu'on soit d'origine immigrée ou français dit de souche, on ne connaît plus cette culture. Et lui, il a vraiment du monde derrière lui, et je pense que il est aujourd'hui, comment dire, assez unique, original à l'Assemblée nationale, mais s'il y avait de la proportionnelle, je pense que, comme autrefois avec chasse, pêche, nature et tradition, il aurait certainement beaucoup plus de poids. Concernant son geste, voilà, il avait envie de faire un show, une dédicace. Ouais, non, je pense pas. Ouais, enfin c'est un peu le personnage. Il est un peu coutumier, voilà, des actions entre guillemets coup de poing, mais ça va pas quand même chercher bien. Moi, ce qui me gêne le plus, en fait, ça a été surtout la réaction du ministre, qui a quand même convoqué 2 morts pour parler du geste de Monsieur Lassalle. Donc moi, je constate une chose, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on a le droit de mentir, et honteusement, on a le droit de dire des contre-vérités, on a le droit de manipuler les chiffres, on a le droit de tenir des propos à la limite du racisme, et on a le droit surtout de raconter tout un tas de bobards tout au long de l'année pour plaire aux électeurs et aux caméras de télévision. La langue de bois pratiquée à outrance. La langue de bois, on en parlera. Voilà. On en parlait avec le Premier ministre il y a quelques instants. Voilà, mais par contre, porter un gilet jaune, ça engendre une interruption de séance. Dans quelle démocratie vivons-nous? Excuse-moi. Oui, Yasser. Est-ce que la question se pose vraiment, Mehdi? C'est-à-dire, dans quelle démocratie vivons-nous? On a un président qui a été élu avec 51% d'abstention. Ben voilà. On vit dans une démocratie où, veut dire, si on regarde la Constitution, les absents ont toujours tort, Yasser, non? Non. Enfin, on est quand même dans un pays où il y a, dans la Constitution, ne met pas un minimum, un taux minimum, un seuil de participation pour valider une élection. Ça veut dire, théoriquement, 5% vont aux urnes, la majorité des 5%, elle ira à un président. Mais regardons ce qui s'est passé dans les Essonnes, en 91. Il y a eu 18% de participation.
Oui, Mehdi, vas-y, je t'en prie. J'employais le terme démocratie parce que bon, c'est un terme fourre-tout. Non, moi je suis de ceux qui sont convaincus que nous sommes dans un système électoral et pas dans une démocratie à proprement dit. D'ailleurs, la démocratie n'est qu'un idéal, in fine. Il n'y a pas de démocratie. On est dans un système électoral. Mais dans quel système vivons-nous? Voilà, c'est que on va sanctionner des gens pour un geste qui peut faire sourire, et on va en laisser d'autres continuer à embobiner les Français le plus honteusement du monde. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors pour les résultats du sondage de la question du jour aujourd'hui, vous êtes 87% et c'est d'ailleurs parfaitement égalitaire puisque 87% à soutenir le geste sur Facebook France Maghreb 2 pour voter bien sûr, le geste de Jean Lassalle, rappelons-le, et 87% également sur Twitter. LGF officiel. Donc en général ce geste a plutôt été bien perçu visiblement par nos auditeurs et si j'ai bien compris par vous aussi avec un petit bémol signé Yasser Louati. Comme toujours. J'ai bien résumé. Ouais. Voilà, comme toujours pour le bémol. Juste avant qu'on passe à autre chose, Razik, je crois que tu voulais rajouter un truc par rapport aux étudiants étrangers non européens. Oui, parce que réellement il y a eu pas un block-out, mais je trouve que cette information a été très peu reprise par les médias mainstream. Quand on rentre dans le détail, on a une multiplication quasiment de x10 de l'inscription, du droit d'inscription pour les masters et 2 x 20 pour les doctorats. En fait, la France ne ferme pas totalement la porte aux personnes issues de l'Europe. Elle met en place par un système de bourse élitiste ce qu'on appelle le breakdown. Ça veut dire qu'elle veut les meilleurs cerveaux, elle veut piller la matière grise au pays d'origine. Totalement. En fait. Elle veut avantager. Elle veut récupérer les meilleurs cerveaux d'Afrique et de ces continents-là en finançant et en fermant la porte aux personnes moyennes et aux classes populaires. Absolument, à toutes ces personnes-là. Donc oui, c'est honteux et surtout ça va à contresens de tout. Surtout que le Premier ministre ne répond pas finalement. Mais il répond pas, il dit que non, que oui, qu'il a pas augmenté pour les Français et les Européens, ça veut dire qu'il augmente pour les autres. C'est ça que ça veut dire. J'aimerais réagir là-dessus également, rapidement. Concernant la réaction du ministre, il me semble que la question il y avait une rumeur comme quoi ça allait toucher aussi des étudiants français, et il me semble que c'est à cela qu'il a répondu. Oui. Il me semble. Je peux me tromper, il aurait pu peut-être, s'il était vraiment honnête dans sa démarche, préciser effectivement que ça ne concerne pas les Français et les Européens, mais par contre qu'il y allait avoir une augmentation pour les étudiants non européens. Il l'a pas dit, il s'en est bien gardé. Voilà. Alors moi j'aurais un avis quand même relativement c'est pas un avis, j'aurais une vision du truc en fait relativement différente de Razik et de Yasser. En tant que Premier ministre français, dans la situation actuelle des finances de l'État, dans la situation actuelle dans l'ambiance générale de l'électorat français, je trouve que il y a rien de catastrophique à annoncer ce genre de mesures. Alors certes, pour l'image de la France, c'est catastrophique. Certes, pour lorsqu'on est donneur de leçons, lorsqu'on se dit pays des valeurs universelles et tutti quanti, c'est catastrophique. Mais ça se défend politiquement. Ça se défend de dire aujourd'hui les finances se contractent, aujourd'hui on n'a plus les moyens d'assumer les universités. À l'heure où on demande aux universités de fusionner, à l'heure où on demande des contractions dans les budgets, ça se défend politiquement. Je trouve pas ça. J'ai vu des mesures beaucoup plus racistes que celle-ci. Celle-ci, c'est dire, on n'a pas les moyens d'assumer pour le même prix les étudiants étrangers et les étudiants français. Alors, qui lui répond là-dessus? Oui, pour le coup, ça se défend, mais ça s'attaque aussi. Ça veut dire, ils ont pris le parti de vouloir faire plaisir à un type d'électorat. Je l'entends très bien, Ça veut dire que ces gens-là votent. Les Européens, il y a une nationalité européenne. Les citoyens européens votent au municipal et les citoyens français votent à toutes les élections. Ça veut dire que clairement, leur cœur de cible n'est pas dans les étudiants étrangers. Après, le problème, c'est qu'on est dans un village monde et qu'il y a une compétition mondiale pour attirer les grands cerveaux, et que en envoyant ce signal, c'est un signal très peu porteur envoyé à tout le monde. Yasser. Non, mais je veux dire, ça c'est vraiment un regard à court terme. Mais si vous pillez les pays de leur richesse intellectuelle, ça veut dire qu'en fait vous n'attirez que ceux qui ont les moyens de venir. Mais il ne faudra pas se plaindre qu'en appauvrissant intellectuellement ces... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh oui, la meilleure émission de la bande FM, c'est là, c'est tous les jours, de 16h à 18h, ça s'appelle le Grand Forum, alors que les autres radios vous servent du divertissement et essayent de vous faire rigoler avec des mecs pas marrants. Eh bien nous, on est dans le sérieux, et on rigole aussi de temps en temps, ça peut arriver, c'est la vie quoi, c'est la vie de la famille qui est représentée ici sur France Maghreb 2, avec 3 illustres personnages, à savoir monsieur Yasser Louati, je vais commencer par le plus ancien, c'est le boss quoi, vous avez compris, Razik Métiche, et le tout dernier arrivé, il vient de Lyon, il s'appelle Mehdi Chebaiki sur France Maghreb 2, bien sûr.
sûr. Soyez les bienvenus, messieurs, dames. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Mais avant toute chose, on va passer à un avis tranché qui va certainement nous faire réagir toutes et tous, puisque voici l'avis tranché de monsieur Razik Petit Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et focus sur la ville de Bobigny avec Razik Métiche et un problème de logement visiblement. Oui, récurrent, c'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle et au-delà de Bobigny, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Alors, le droit au logement digne est un droit élémentaire garanti par tous les textes nationaux et internationaux. Ainsi, le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration universelle des droits de l'homme stipulent bien que le droit à un logement digne revêt d'un caractère élémentaire. Pour lire, il est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse et dans tous les autres cas en cas de perte de ses moyens de subsistance. Qu'en est-il sur Bobigny ? Il faut croire que les textes internationaux, la loi de la République, la morale ne s'appliquent pas chez nous. Aujourd'hui, nous vivons dans des bâtiments qui datent de 1975. Aucun travaux de réhabilitation n'a jamais été entrepris. Aucune réfection de ce nom n'a jamais été faite. Pour vous donner un exemple précis, mon père est rentré dans ce bâtiment en 1975. En prenant en argent comptant, en payant 600 € de loyer à partir de cette date, mon père a donné plus de 300 000 €. 300 000 € en termes de loyer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le logement que certains habitent a été payé 2 ou 3 fois. Ces organismes publics financés par l'État qui revêtent un caractère de service public mettent en danger et mettent en péril la santé et la sécurité de leurs occupants. Pour prendre le cas qui nous occupe aujourd'hui, sur Bobigny, nous avons droit depuis 2 mois et demi à des pannes d'électricité. Des pannes d'électricité où on nous répond depuis le mois de septembre. Le mois de septembre, il y a eu toute une activité brûlante qui est passée depuis. Depuis le mois de septembre, on n'est pas capable de réparer, de diagnostiquer une panne. Sur les parties communes, il n'y a aucune lumière. Les ascenseurs sont en travaux pour les réhabiliter car on a dû faire pression pour que cela soit fait. On est dans des bâtiments, s'ils brûlent, ça deviendra un drame comme à Tottenham, encore plus s'il n'y a pas de lumière. Il s'agit vraiment de mise en danger de la vie d'autrui et une mise en danger répétée. Il n'y a aucune conscience à la mairie. Ces personnes ne vivent même pas en notre sein. Ils nous gèrent comme s'ils géraient des choses. Ça devient intolérable. J'espère que vraiment les gens vont commencer à se bouger car on ne leur doit rien. Ils ne nous logent pas. Ils ne nous rendent pas service. Ce sont nos bailleurs. Ce ne sont pas nos hébergeants. Ils ne nous rendent pas service. Pour le coup, nous avons des droits. Il faut défendre ces droits. Je pense que le vase est plus que plein et que j'espère qu'il y aura des actions de grande envergure qui seront menées contre tous les OPH, car lorsqu'on jette un petit peu son nez en dehors de Bobigny, on se rend compte que souvent ce sont des officines qui sont épinglés dans différents rapports de la Cour régionale des comptes, qui sont pour certains en procédure, en procès, car il y a beaucoup d'argent liquide, il y a beaucoup de marchés publics qui sont en jeu, et qu'ils ne font même pas le b.a.-ba de leur travail, ils ne respectent même pas leurs locataires. Mieux que ça, ils les méprisent en prenant 6 000 € par mois pour certains. Alors, Razik Métiche, pour cet avis tranché, j'ai envie de te dire, oui, mais et après, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on est dans le 93, effectivement, Bobigny. Ce sont également des choses qui concernent principalement les habitants du 93, mais comme tu le disais aussi, notamment à Marseille. Bien sûr, mais c'est un flou national. L'actualité en date nous l'a fait très justement remarquer avec ces 2 immeubles qui se sont effondrés et ce chiffre effarant de 40 000 logements insalubres sur la seule ville de Marseille, qui est d'ailleurs la ville considérée comme la ville la plus pauvre d'Europe, quasiment. Ceci étant, Razik, il faut balancer. Il faut pas se contenter de dire voilà, ça ne va pas, mon père a payé tant et tant et tant. Il y a des responsabilités. Bien Quelle évidemment. est cette chaîne des responsabilités, mon cher Razik ? Les responsabilités, pour moi, elles sont à la fois politiques et administratives. Je vais m'expliquer. Politique dans le sens où on a vécu une alternance sur la ville. C'était un gros point noir, en fait. La gestion communiste, les communistes ont géré la ville de Bobigny depuis 1920. Ouais. Un des gros points noirs, c'était la vie quotidienne. On a une équipe qui a
été élus sur la thématique, entre autres, de la vie quotidienne, l'amélioration de la vie quotidienne. Ouais. Donc ça veut dire que certains, et j'en ai fait partie, ont travaillé pour que le système communiste dégage de Bobigny. Je le dis tranquillement, parce que il ne faisait plus le travail. On a pensé, naïvement ou pas, mais en tout cas, on a pensé que en mettant une équipe plus proche des réalités du terrain, que peut-être, je dis bien, allait-il faire le travail. On se rend compte qu'au bout de 4 années et demie de temps, que l'équipe municipale UDI en place a causé plus de dégâts en 4 années et demie que 90 ans de gestion communiste. Ah ça, oui, c'est une d'accord. réalité. Ouais. La deuxième chose, administrative, lorsque l'on met des personnes, on a un ostéopathe aujourd'hui qui est président de l'OPHLM, il va masser nos bâtiments, comment ça se passe? Enfin voilà, chacun son métier. On a l'ostéopathe qui est le président, on a la directrice. Et c'est pas un scoop, hein, on peut le dire, on est en France, hein, tout est public. Hein. On a la directrice de l'OPHLM qui est adjointe de Balkany. Enfin voilà. Ah je pense qu'en France, s'il y a bien un nom qui est associé au clientélisme, aux malversations, à la judiciarisation, à toutes les affaires, c'est le nom de Patrick Balkany. C'est une personne, en fait, qui a été pendant des années à l'OPH de Levallois-Perret, qui a un pédigré, enfin c'est même plus une casserole, c'est plus des casseroles, c'est tout un wok à volonté. Ouais. Enfin vraiment, il y a de quoi faire. Donc on nous a ramené, pour redresser la situation chez nous, on nous a ramené ce qui se fait de mieux dans le 92, avec l'exemple de Levallois-Perret. Après, pour ceux qui connaissent Levallois-Perret, c'est très bien comme ville, hein. C'est très très bien, sauf qu'on a Bobigny, nous. Ouais. On a Bobigny. Les réalités, elles sont pas pareilles. Les réalités, elles sont totalement différentes. Donc oui, les responsabilités, elles sont politiques, elles sont administratives, et il faut le dire. Lorsqu'on met des personnes qui sont soit pour le minimum incompétentes, soit qui ont une ligne, un tracé politique, où le foncier sur Bobigny, on a 3 km de Paris, le foncier sur Bobigny, il a explosé. On a une OPH, en fait, qui préfère vendre des parkings, parce que le prix du foncier a atteint un tel niveau que c'est plus rentable. Ouais. On nous a expliqué, nous, chez nous, pendant des années, là, depuis qu'il y a eu l'alternance, on nous a expliqué qu'il fallait attendre, que les communistes avaient laissé un trou, et qu'il fallait éprouver le trou. Non, mais c'est le trou de la sécurité sociale, là. Ça fait plus de 4 années. L'argent, il rentre, on paye des loyers. Enfin, ils nous hébergent pas. C'est pas un service que nous vous rendez. On vous paye des loyers. Et ils sont chers. Alors, c'est le social, enfin, c'est du logement social, mais le social, normalement, c'est que pour le loyer, c'est pas pour les conditions de vie. Yasser Louati, là-dessus, c'est un problème important, bien sûr. C'est un problème, et je pense que c'est pas que Bobigny. Non, c'est pas que Bobigny, bien sûr. Il a pris l'exemple de Bobigny parce qu'il y habite. Que je connais le mieux. Ouais. On peut citer Vitry-sur-Seine, on peut citer Saint-Denis, on peut citer certains quartiers de Paris, 19e et 20e, etc. Saint-Ouen. Saint-Ouen. Maintenant, là, encore une fois, c'est que c'est vrai qu'il y a une dénonciation qui doit être faite, et ça, tu l'as très bien dit, c'était très clair, on pouvait pas s'y attarder plus que ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est encore une fois, moi j'ai plutôt un regard politique, je me dis, mais si ces choses-là sont faites de manière impunie et de manière éhontée, c'est que les personnes qui sont aux commandes n'ont rien à craindre. Et à un moment, il faut se poser la question, s'ils n'ont rien à craindre, totalement. Peut-être que c'est parce qu'en face, il n'y a personne pour aller les interpeller. Ils sont forts de notre faiblesse. Maintenant, est-ce que les populations qui sont concernées ont été suffisamment alertées et, sensibilisées aux enjeux, ou bien est-ce qu'il y a une espèce un débrayage total, et bon, c'est comme ça, et de toute façon, c'est mérité. En fait, c'est que on intériorise ce traitement de citoyens de second ordre en disant, de toute façon, c'est déjà bien qu'on ait un logement. On est encore plus loin que ça. Enfin, là, pour le coup, certains se sentent redevables, en fait. Ça veut dire presque... Alors, on va peut-être demander l'avis de notre Lyonnais là-bas. Je sais pas s'il est concerné là-bas pour le mal logement à Lyon. Ah bah écoute, non, à titre personnel, non, fort heureusement, ce n'est pas mon cas. Mais bien entendu, des villes comme Bron, comme Vénissieux, comme Vaux-en-Velin, comme Rieux, les villes de la banlieue lyonnaise généralement, et certains quartiers de Lyon sont aussi concernés par cet habitat, par le mauvais habitat, et par cette officine de recyclage, ces officines de recyclage politique que sont les services HLM, hein, grosso modo, les OPAC, les OPH, les OPH, tous ces jolis acronymes qui servent également à recycler tout un tas de politiques, alors de seconde zone généralement, pour services rendus non pas à la nation, mais services rendus au maire, au préfet, enfin à tout un tas de personnes. Donc moi je partage tout à fait le constat de Razik et d'Yasser là-dessus. Alors le constat froid de Razik sur l'état des choses, il est implacable, et le fait que Yasser précise également que face à ces gens, face à ces dérives, il y a hélas
pas grand monde pour les dénoncer. Donc merci de faire ce travail. Je voudrais simplement préciser pour nos auditeurs qu'il y a un très bon papier qui a été fait aussi par Audrey Pronesti, qui qu'on connaît bien au Grand Journal et qui va dans le Grand Forum. Ça veut dire quoi le Grand Journal? Non mais n'importe quoi. Mais... Le Grand Forum, pardon, excuse-moi. Ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est concernant l'histoire nous le montre, et encore une fois, c'est sur toute cause qui concerne les populations particulièrement ciblées par la paupérisation, c'est qu'en fait, dénonciation sans mobilisation, c'est tourner en rond. Ça veut dire en fait, on met l'information, mais politiquement, quel poids est-ce qu'on lui donne, quelle lumière est-ce qu'on lui donne. Ouais. Et c'est vrai que, d'accord, on dénonce, et après, on redénonce, et après, on se plaint, et après. Donc, et le problème, c'est qu'il faut bien voir que la différence de traitement, elle est flagrante quand on voit comment les mairies se comportent vis-à-vis des promoteurs immobiliers et vis-à-vis de ceux qui payent déjà et qui sont déjà là et qui souvent les ont déjà amenés au pouvoir. Sur Bobigny, c'est encore plus fin. Ça veut dire le même bailleur, l'OPH, si vous êtes dans un quartier qui vote ou qui ne vote pas, le traitement ne sera pas pareil. Exactement. Ils ont poussé vraiment l'artifice jusqu'au bout. T'as tout résumé, et encore une fois, j'aimerais parler un petit peu aux populations racisées dont je fais partie. Je veux dire, il y a un moment, vous intériorisez votre exclusion par justement la démission. Je suis pas en train de dire que l'élection résout tout, mais j'ai déjà eu affaire à des hommes politiques et à des femmes politiques. Je sais très bien comment ils réfléchissent. Pour eux, c'est comme pour l'entrepreneur. Celui qui paie, c'est celui qui vient avec des fonds. Celui qui paie, c'est celui qui vient avec des voix. Et encore une fois, il ne faut pas non plus s'arrêter au vote. J'étais intervenu une fois à Nanterre sur la question du vote. C'est non seulement voter, mais rester mobilisé. Encore une fois, combien de personnes parmi ces populations-là savent où se trouve le bureau de leur député, savent quel est le numéro de téléphone du maire, savent se mobiliser, ne serait-ce que pour le harceler. Et je veux dire, ce ne sont que des rapports de force. Et dans la politique actuelle, vous refusez le jeu des rapports de force, on vous exclut. C'est une arène, malheureusement. Je crois que Mehdi partage ton avis, là. Hein. Ouais, alors là, à 200%, là, vraiment, ce qu'a dit Yasser Louati, c'est le nœud pas du problème du logement, c'est le nœud de nombreux problèmes qui concernent les quartiers populaires de France. C'est exactement là, c'est au-delà de la dénonciation des faits, qu'est-ce qu'on fait? Et j'aimerais aussi dire une chose, c'est que derrière tout ça, il y a peut-être un anarchisme ambiant qui voudrait que même quand il y a des mouvements qui essayent de se faire, hélas, il n'y a pas tellement d'hierarchisation des choses, il n'y a pas tellement de têtes représentantes, et le problème, c'est que lorsqu'on va aller discuter avec un élu, l'élu, la première chose qu'il vous demande, comme l'a dit très bien Yasser, c'est combien de divisions vous êtes, enfin, qui vous le demande, c'est pas aussi direct que ça, mais ce qu'il veut savoir, c'est il y a combien de personnes derrière vous. Exactement. Et c'est vrai que lorsque parfois c'est direct, c'est aussi direct que ça, hein, parfois. Hein. Alors oui, voilà, c'est peut-être. Moi, j'ai pas eu le cas directement, mais alors ça peut arriver. Franchement, il y a même plus que ça. Les gars, en tout cas, j'ai eu affaire à des candidats aux mairies qui m'invitaient à boire un café avec eux. Ouais. T'as accepté? Bah non. Bah non. Ah bon, tu prends pas le café? Non, je bois beaucoup de café, mais je bois pas avec eux. Pas avec eux. Tu te mélanges pas, quoi. Non, mais attends, moi j'ai une question à vous poser, les gars, parce que moi j'aime bien vous entendre commenter l'actualité, tout ça, et nous vraiment donner votre avis qui est très intéressant. Mais tu dis une chose intéressante, Yasser. Tu dis voilà, j'ai été invité effectivement à boire le café avec des élus, etc. T'as refusé. Mais comment on fait si personne se parle? Non. C'est ma question. Un contexte spécifique faisait que il faut savoir déceler la tentative de récupération. Oui, mais après tu peux faire passer aussi un message. Moi je sais que voilà, pour trahir aucun secret, je vais vous faire l'écho d'une rencontre qui était envisagée avec le président de la République qui souhaitait rencontrer des habitants des quartiers populaires pour comprendre peut-être leurs problématiques. Lui, il les connaît pas, lui. Voilà, tu vois, et quelqu'un a tenté de monter ce genre de truc. Et ben la plupart des gens qui ont été sollicités, qui quand même sont des personnes importantes dans cette communauté, ont tous refusé. Non, on sait où ça va, on sait d'où ça part, on sait où ça arrive. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on va pas parler? On sait que brailler, pardon. Non, Christophe, tu mélanges deux situations qui ne sont pas comparables. Ça veut dire que quand toi tu sais qu'un maire, déjà d'une, il est incompétent pour le poste, et deuxièmement, c'est plus lui qui va gagner de ta présence que toi de la sienne, tu réfléchis à deux reprises avant d'y aller. C'est un jeu de dupe. Et en plus, il faut quand même être intelligent. Le maire, il vient avec son photographe, il vient avec son équipe, il prend la photo, il te fera dire ce que tu veux. Et toi, pour démentir, etc., tu auras 10 fois moins
d'accès aux médias que lui pour démentir. Et le temps que l'information arrive, ça sera trop tard. L'information sera passée et digérée. Donc c'est pour ça, encore une fois, il faut traiter les personnes qui veulent le pouvoir comme de simples auto-entrepreneurs. Ça veut dire il faut savoir jouer sur des intérêts convergents ou divergents. Maintenant, si vous avez un maire ou une maire qui vient, qui vous approche, etc., il faut savoir quel est son intérêt. Et pour moi, d'expérience, c'est quand même 24 ans que j'ai commencé tout petit pendant l'adolescence à être militant, je sais très bien qu'il n'y a pas plus efficace qu'une personne de pouvoir qui craint de perdre son pouvoir. Il n'y a pas plus efficace. Bah alors si on vous propose tous les trois là, par exemple, vous êtes représentatif de quelque chose à votre petit niveau, d'aller rencontrer, de faire passer un message, je sais pas, je donne un exemple le plus flagrant, d'aller rencontrer en intimité, sans les caméras, le président de la République, vous y allez ou pas? Moi j'y vais. Non, moi j'y vais. Moi j'y vais, bien sûr. Bon bah c'est bien, on n'a pas que des dégonflés au Grand Forum. Mais bien sûr. C'est bien. Il y a le respect. Il faut aussi avoir le respect de la fonction. Hein. Là, tu parles du président de la République. C'est bien. Non. Quoi, non. Non, je t'arrête tout de suite, mon frère. Non. Fonction respect de la fonction. Quand la fonction respectera ceux qui l'ont porté au pouvoir, on pourra parler du respect de la fonction. Pour moi, c'est un être humain. C'est un être humain comme les autres. Maintenant, si il y a volonté, de toute façon, on va jamais à ces rendez-vous-là sans s'y préparer en amont et sans préparer exactement ce qu'on va faire au moment où on franchira la porte en sortant. Donc non, il y a une certaine intelligence politique à avoir. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais il faut être extrêmement méfiant de ces personnes-là qui sont capables de tout récupérer à leur avantage. Ouais. Mais là, je parle d'un cadre particulier, dans un bureau, hors caméra, etc. Voilà. Écoute, moi, ce que je peux te dire, Christophe, là-dessus, c'est qu'à la rigueur, je préfère le faire devant les caméras et en direct. Parce que ceux qui ont le plus à perdre, justement, ces gens-là préfèrent l'enregistrement ou préfèrent l'intimité des bureaux avec une petite photo à la fin. Comme ça, on peut faire un article qu'on peut titrer comme on veut. Exactement. Alors que face à une caméra en direct, là, il sait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Et là, moi, c'est vraiment le genre d'exercice qui me plairait. Tu l'auras pas, ça, t'inquiète pas. J'aimerais voir des gens le faire, en tout cas. Ouais. Bon, alors les gars, on va faire une petite place à Karim, là, qui nous attend depuis un petit moment. Il nous écoute et il a peut-être des choses à dire. Salut Karim. Comment vas-tu, Christophe? Ça va très bien, cher Karim. Bonsoir à toi et à tes invités. Bravo pour ta question. Moi, personnellement, je rencontrerai quelqu'un d'influence en France, que ce soit un ministre ou quelqu'un qui pourrait agir pour ma communauté. Moi, je le rencontrerai sans avoir peur d'être récupéré. Parce que moi, je considère qu'il faut d'abord rencontrer les gens, s'imposer, s'infiltrer, et ensuite en tirer profit. Parce que si on passe son temps à dire « Ah, j'y vais pas, il y a la télé. Ah, j'y vais pas, il va me récupérer. Oh, j'y vais pas, il a son photographe. » On fera jamais rien. Non. Ce qu'il faut, c'est être plus intelligent que ça. Non, mais d'accord, je suis d'accord, plus intelligent. Le problème, c'est que, entre celui qui est armé et celui qui ne l'est pas, il faut savoir réfléchir. Donc, c'est une personne qui va à un rendez-vous. Ça s'appelle de la résistance, Yasser Louati. Non. On arrête avec la résistance. On va pas débarquer sur un terrain alors que c'est très bien qu'on est désavantagé. Donc, une personne, quand on se pointe à un rendez-vous, on sait qu'il y a du monde derrière. Oui. Quand on sait qu'il y a personne qui va suivre. Donc d'accord, vous avez un rendez-vous, vous décidez de quoi que ce soit. Vous sortez. Comment vous appliquez ce que vous avez, l'accord que vous avez obtenu? Il faut bien avoir une certaine légitimité, être porté par quelque chose. Si on est porté par personne, on fait comme Chalgoumi. On est dans tous les bureaux, on est dans toutes les réunions. Pas à l'extrême, hein. Non, mais si, Karim, excuse-moi. C'est pas pour. En un mot, je le réveille, le Yasser Louati, direct. Hein. Bon, est-ce que je pourrais finir moi? Vas-y, je t'en prie, Karim. Juste une petite aparté avant de dire ce que je pense sur certaines choses. Moi, je voudrais faire un petit aparté sur. Je voudrais dire que j'ai été extrêmement déçu par le comportement de ma communauté, qui depuis des années me déçoit, mais maintenant, je pense que ma communauté... À quel sujet, Karim? Malheureusement, j'ai été déçu par le score de Farida Amrani. Ouais. Mais Karim, en toute honnêteté, est-ce que c'est présenté en tant que membre d'une communauté, elle? Non, mais moi je comprends pas qu'on puisse passer notre temps à dire qu'on n'a pas de représentant, puis quand il y en a un, on vote pas pour lui. Moi, je comprends pas. Il n'y a pas de communauté, en fait, je comprends pas. Vous pensez qu'il y a une communauté en France? Il n'y a pas de communauté. C'est un mythe. Bah arrêtez, vous êtes deux ceux à dire. Non, arrêtez vos bêtises. Il y a une communauté qui est dans les yeux de nos adversaires. Non. Entre nous, il n'y a pas de solidarité. Je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Rajik, Yasser, je ne suis pas d'accord parce que vous êtes deux. Oui, 2 secondes, Karim. Attends, excuse-nous. Non, mais Karim, tu lances des points. Non, mais Karim, veux dire, c'est ton honneur. Tu lances des points extrêmement intéressants. C'est ça. Donc, forcément, tu fais rebondir les gens. Faut assumer après. Oui, bah, ne pars pas sans, t'inquiète
t'inquiète pas, Karim. Mais les gars, vous êtes les premiers à rappeler qu'il y a une communauté. Vous êtes les premiers à dénoncer les défaillances de cette communauté. Non, ne venez pas me dire qu'il n'y a pas de communauté. Arrêtez. Je réponds comme un communauté, mais dire qu'il y a une communauté qu'elle est soudée, c'est un mythe. La communauté franco-maghrébine, elle est présente ou pas aux élections? Où il y a le plus d'abstention? C'est comme dire la communauté franco-européenne, c'est quoi ça veut dire? Non mais d'accord, mais là on parle de la communauté franco-maghrébine. Mais quand une communauté, avant d'en arriver là, on peut même il faut d'abord définir des intérêts communs pour qu'émerge une certaine communauté. Comment est-ce qu'on peut avoir des intérêts communs entre des gens qui sont attachés au Maroc, d'autres qui sont attachés à l'Algérie, d'autres qui se disent que moi je suis attaché là où j'ai grandi. Là tu as marqué un point, il y a certains marqué un point. Bon. De divergence, qu'il n'y a pas de. Oui, Karim. Vas-y, parle, Karim. Alors, j'enlève le mot communauté si ça vous choque. Allez, faisons l'électorat. T'as foutu un bon bordel, Karim. Vas-y. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je sais pas, quand on parle de communauté, quand on dit, je sais pas, moi, la communauté homosexuelle, la communauté juive, ça choque personne. Dès qu'on dit communauté musulmane, c'est tout à lever de bouclier. Oui, il y a une communauté musulmane, je suis désolé. Bon, même si ça vous choque, on va dire l'électorat musulman. Moi, je suis désolé. On peut pas passer son temps à dire, oui, la télé, il y a que des blancs, au Parlement, il y a que des blancs. Et puis, dès qu'il y a quelqu'un qui est à peu près de notre communauté, oui, ou qui relève de notre électorat, on vote pas pour lui, surtout que Farida Amrani, je suis désolé, je vais dire, parce que si on attend, que d'être 100% d'accord avec quelqu'un pour voter pour lui, on voterait pour personne. Non, ça, et cette fille, je pense qu'elle a beaucoup. D'accord. Bon, Karim, je voudrais juste finir un petit truc. Je t'écouterai après. Je sais plus qui c'est qui va. C'est Yasser. Non mais j'écoutais. C'est toi, je crois, Yasser, qui a parlé des étudiants non européens. Non, c'est Razik. Enfin les deux. Ils ont tous parlé, en fait. Moi, en fin de compte, moi, je voudrais qu'on m'explique quelque chose. Par exemple, je prends juste pour une image, je prends le problème des gilets jaunes, ils sont jaunes. Moi qui m'ont vachement déçu, parce qu'autant au début j'étais d'accord avec eux, puis quand on en reparlera dans un instant, Karim. Et qu'ils ont insulté une femme de sang noir, etc. Enfin, bref, ils ont, voilà. Moi je comprends pas. J'ai entendu depuis 1 an et demi que Macron, c'était un homme qui n'était pas légitime parce qu'il avait été élu que par 25% des gens. Ce qui est vrai. Moi, je suis d'accord, tout à fait. Bon, enfin, qu'importe, la démocratie, c'est ça, elle ne peut pas avoir que des bons côtés. Par contre, moi, je comprends pas que 300 000 personnes représentent la France, c'est encore moins de 25% des Français. 300 000 personnes, moi, j'ai fait le calcul, c'est 0,8,15% des gens. Et pourquoi 300 000 personnes seraient légitimes pour renverser le gouvernement, et un mec qui serait élu par 25% des gens, c'est-à-dire quasiment 15 millions de personnes, lui, il serait pas légitime. Moi, c'est un débat qui est... Voilà. Merci Karim. On en termine avec toi pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu parce que tu as mis plusieurs sujets sur le tapis qu'on va essayer et pas des petits qu'on va essayer d'élucider dans un instant. Tiens, je me demanderai votre avis sur les gilets jaunes quand même. Vous allez pas y échapper, les gars. Hein, je vois déjà apparaître une petite méfiance quand même par rapport à ce mouvement. Mais moi, je vais vous rappeler des faits historiques parce que ne venez pas me sortir la récupération politique parce que là, dans ce domaine, pardon, mais j'en ai plein des exemples à vous donner. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, oui, j'en profite, ils sont partis les gars là. Mehdi, t'es toujours avec nous toi toujours. Voilà, bon, ils sont partis, ils sont en train de parler, tout ça, tu vois. Les supporters de l'OM. Les supporters, tu sais de quoi ils parlent? De foot. Voilà. Bah non, mais évidemment, quand tu les mets ensemble, donc voilà. 01 40 33 9000, mes amis, je rappelle la question du jour aujourd'hui, c'est à propos de Jean Lassalle et de son geste qu'il a fait hier, donc à l'Assemblée nationale, donc à savoir donc pour dire ce gilet jaune en plein hémicycle, en pleine séance de questions au gouvernement, ce qui a donc provoqué une interruption de séance. Et ensuite, effectivement, il l'a enlevé, mais après il a bien gueulé, quoi, donc il s'est fait remarquer. Est-ce que vous saluez, vous, ce geste de Jean Lassalle? Vous êtes bien très nombreux à le saluer sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Voilà. Alors, messieurs, juste un petit mot là sur ça va me permettre d'ailleurs d'embrayer sur le sujet que j'avais prévu de faire juste derrière. Notamment de François Bayrou, le leader centriste que vous connaissez, qui appelle à comprendre qu'un tel mouvement, les Gilets jaunes, est un révélateur d'une crise profonde de la société française. Quand François Bayrou donc demande au président Macron de réfléchir avant de prendre peut-être des décisions hâtives, qu'en pensez-vous de cette réflexion de Monsieur Bayrou dans le Figaro? C'est bien il me semble que c'est bien que François Bayrou
qui a quand même une certaine stature dans la politique française, prennent position. On atteint des niveaux de prélèvement qui sont plus supportables. On atteint surtout, enfin, on a surtout quelque part, je trouve une rupture du contrat républicain, dans la mesure où le contrat social est basé sur l'État donne et les citoyens renoncent à une certaine partie de leurs prérogatives et l'État leur fournit en conséquence. Là, pour le coup, le citoyen est amené à toujours donner plus et l'État a toujours envoyé moins. Donc, au bout d'un moment, il y a un hiatus qui est là aujourd'hui, qui est patent et qui est devenu trop visible. Je vais quand même reprendre les propos de Frédéric Poisson, le candidat de la droite dure à l'époque. Et m'en souviens plus. Il a fait un livre d'ailleurs pourri. Hein. Moi, bon, de sa part, je suis pas très surpris. Il avait quand même dit une chose assez intéressante. C'était ceci, nous assistons à la dernière élection avant que des troubles sociaux majeurs voient le jour en France. Quand on prend ces propos-là et qu'on les conjugue avec les différentes lois sécuritaires qu'il y a eu, 2015, loi autorisant la surveillance de masse, ça veut dire que toutes les données Internet sont collectées au sein de l'État, les boîtes noires des fournisseurs d'accès Internet, c'est-à-dire toutes vos connexions, vos échanges, etc., vos posts sur les réseaux sociaux sont maintenant surveillés par l'État. Lorsque vous ajoutez à cela l'impunité ajoutée à la police sous couvert de lutte contre le terrorisme, les appels à la dénonciation pour radicalisation et que même les manifestants contre la loi travail ont été comparés à des militants de Daesh. Lorsque vous ajoutez aussi à cela le fait que maintenant on a le fichier TES qui fiche quasiment toute la population française comme à l'époque de Vichy. On ajoute à cela maintenant un nouvel amendement pour avoir le droit au fichage génétique. Et c'était ma thèse depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'en fait les personnes au sommet de l'État savent que la situation sociale est intenable pour ne pas dire explosive et que l'État doit se prémunir avec tous les outils de répression nécessaires si jamais cela devait arriver. Donc maintenant vous avez la bouilloire sociale qui commence à se faire entendre. N'oubliez pas qu'en face l'État s'est prémuni et commence toujours à fait en sorte de bien polariser la société française en disant que l'ennemi intérieur ce sont les musulmans, etc., pour justifier cette dérive sécuritaire. Donc maintenant l'État sait que c'est intenable. Et l'histoire nous le prouve, c'est qu'on plume, et à un moment on ne sait pas d'où ça part. Est-ce que ça fera pchit ce mouvement des Gilets jaunes pour vous? D'expérience, mais encore une fois, je peux me tromper, tous les mouvements qui sont ethnocentrés finissent par faire pchit. Et bon, s'il n'y a pas de convergence au niveau national entre différents intérêts, etc., c'est pas tenable. On l'a vu par exemple avec Nuit debout. J'étais les voir à 3 reprises et je leur ai dit, si vous n'allez pas vers la banlieue, si vous n'allez pas vers les quartiers populaires, si vous n'allez pas vers les populations racisées, vous saisissez de la question du racisme, vous tournerez en rond, vous finirez par vous essouffler. Je me rappelle, oui, c'est vrai, c'est pas leur revendication, Yasser, pardon de te le dire, c'est le pouvoir d'achat, c'est le problème des taxes. Mais excuse-moi, quand on voit un mouvement qui demande le pouvoir d'achat. Elle est pas là, hein, elle est absente. Non, mais excuse-moi, sauf que. C'est marrant d'analyser. La banlieue, elle est très pauvre. Les exclus sont pas là. Exactement. En fait. Les exclus sont pas là. Voilà. Donc maintenant, comment tu peux dire ça alors qu'il s'agit, la plupart des mouvements qui ont eu un certain succès, c'était à la France profonde. C'est la classe moyenne. En fait, c'est la classe moyenne qui a le sentiment de déclassement qui est majoritairement présent dans ces mouvements. La classe moyenne, on peut pas avoir une classe moyenne qui est majoritairement blanche. Quand on a un mouvement. Oui, mais pourquoi vous y êtes pas alors si vous dites qu'elle est majoritairement blanche? Qui vous interdisait d'aller participer au mouvement samedi dernier? Je vais pas aller marcher avec Louis Alliot, je vais pas aller marcher avec Sébastien Chenu, je vais pas aller marcher avec Collard. Ou avec l'autre, comment il s'appelle l'autre là? Voilà, j'ai pas envie de marcher avec de Béziers là, on m'explique ce qu'on s'appelle Robert Ménard. Que j'ai tort dans l'analyse, mais pour le coup, les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis. Ouais. Tu te rends compte, Christophe, vous mettez à la marge. Non, Christophe, je ne me mélange pas avec un mouvement qui veut pas faire le tri et qui veut pas se positionner et qui veut pas quelque part, qui veut pas. Ouais, mais vous leur laissez un boulevard. Non, Christophe, non, ils entretiennent ce flou, Tu prends par exemple le fait que, on va dire, c'est un mouvement décentralisé, c'est un mouvement qui est éparpillé un peu partout. Ouais. Une femme a été sommée de retirer son voile, une autre a été insultée de sale noire, on a eu des gilets jaunes qui ont dénoncé des migrants pour qu'ils se fassent interpeller par la police. S'est caillé sa voiture. Donc voilà, un homo qui s'est fait caillasser sa voiture. Comment on peut en bonne conscience dire je vais marcher avec ces gens-là? Donc après on va me dire tu le savais pas,
Il y a des images qui ressemblent à des ratonnades. Après, on va dire, il y a des après, on va dire, oui, mais ce sont des éléments isolés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu comment ça s'appelle, de prise de distance, de communiquer ou de communication pour dire, on se désolidarise de ces éléments racistes. Il y en a eu zéro. Et si vous avez la France, comment ça s'appelle, je veux dire, le Rassemblement National, lorsque vous avez l'autre, Dupont-Aignan, lorsque vous avez l'autre, Robert Ménard, qui soutiennent le mouvement, historiquement parlant, on peut pas se dire, je vais soutenir ce mouvement-là parce que ça fait du bruit. Il y a un moment, faut réfléchir et aller au-delà. D'accord. Quels sont les principes de ce mouvement? Si ce mouvement est d'accord avec le racisme et toute forme d'islamophobie ou de négrophobie, il est hors de question qu'on le soutienne. On peut pas conjuguer sa colère avec celle des racistes. Je suis désolé. Donc on reste à part. Je peux me permettre? Dans ce cas-là, on reste à part et on s'organise à part. Il y aura convergence lorsque les intérêts s'accorderont. Mais non, mais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que on fait. Oui, bien sûr, tu vas te permettre, Mehdi. Y a pas de souci. Moi, ce que je constate, parce que là, tu me sors des exemples. Ok, on les a vus après. Vendredi soir dernier, on n'avait pas connaissance de ces faits qu'il y allait avoir ce genre de choses. Non, mais on avait connaissance de qui soutenait. Mais non, tu peux pas dire ça. Il l'a soutenu dès le début. À partir du moment, mais c'est pas possible. Attendez. Oui, mais attendez. Ils font de la récupération politique. Ils ont raison. Ils ont un boulevard devant eux. D'accord? Vous feriez la même chose si vous étiez dans l'opposition. Est-ce qu'ils se sont désolidarisés que l'extrême droite les soutienne? Non, mais d'accord. Mais il y a. Non, Christophe, oui ou non? Est-ce que quand toi tu lances un mouvement, t'as Le Pen qui te dit je te soutiens. Ouais. Si t'es d'accord, tu dis rien. Si t'es pas d'accord, attendez. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. À partir du moment où ce sont des partis avec lesquels on est à 99,5%, pour ne pas dire 100%, pas d'accord avec eux, lorsqu'ils disent que la lumière, ça s'allume le matin lorsqu'on se lève, ils ont tort? C'est ça? C'est qu'à partir du moment où ils font partie... Ils préparent les élections, là, c'est de la propagande. Non, mais d'accord, mais moi, il y a un truc qui me gêne, les gars. C'est à partir du moment où, effectivement, ils font partie d'un parti qui est un parti qui existe bel et bien et qui est en démocratie, qui participe à des élections. Attendez. Hitler aussi, il arrive au pouvoir par la démocratie. Va jusqu'au bout. Non, va jusqu'au bout de ta logique. C'est-à-dire que demain, si effectivement ce parti on considère qu'il est raciste, islamophobe et tout ça, et il l'est, d'accord, on l'interdit, il pourra plus se présenter demain. Or, il fait partie du jeu politique, et à partir du moment où, même si Marine Le Pen sort une vérité qu'on partage, on va dire non, c'est pas une vérité parce que c'est Marine Le Pen dit que le sincèrement, alors là, excuse-moi Christophe, non, mais je vous pose la question. Ça c'est vraiment un argument fallacieux. Ça veut dire non. Alors parce qu'il y a les gilets jaunes ne sont pas la seule alternative. Mais ça ne veut pas dire, et encore une fois, je pense que je l'ai dit à plus d'une reprise. Les gilets jaunes, il y a, je pense que je suis intervenu à plusieurs reprises là-dessus. Ouais. Mais qui empêche une organisation, et c'est moi le premier qui appelle à ce que un autre mouvement voit le jour. Eh ben allons-y. Mais bien sûr, mais non, mais attends, non, franchement, t'abuses. Non, mais allons-y. Yasser, pourquoi on continue à faire nos manifs dans nos quartiers, dans notre petit coin, sans faire de bruit? Après, Christophe, il y a une vraie question. Excuse-moi, là, tu minimises ceux qui sont organisés dans les quartiers populaires. C'est pas parce que la lumière n'est pas pointée sur eux qu'eux ne font rien. Il y a des mouvements, il y a des associations, il y a des syndicats, etc. pour l'éducation, pour les logements, pour le logement. On a du mal à mobiliser. Qui a réussi? J'y arrive. Qui a réussi à braquer les caméras toute la journée de samedi? Bon, c'est un deux contre un, il n'y a pas de problème. Pas du tout pour le coup. Maintenant, le problème qui se pose à terme, c'est que ces mouvements ne passent pas un certain cap pour avoir un levier politique. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a différentes barrières qui sont érigées. Ouais. On va dire déjà l'intériorisation, du fait que, de toute façon, on n'a pas les mêmes droits, on ne devrait pas se mobiliser. Ouais. Deuxièmement, c'est foutu, on n'a pas à le faire. Ouais. Vous avez le clientélisme qui s'assure que tout mouvement fait pchit et qu'on tue avant même qu'il puisse émerger. Mais je vais aussi soulever un point. Et je sais que je me fais des ennemis depuis maintenant un moment. Oui, c'est vrai. Lorsque vous avez des prédicateurs religieux. Oui. Qui viennent et qui vous disent que la mobilisation c'est interdit. Ouais. Lorsque vous avez des mosquées qui accueillent les candidats et qui affichent leurs posters électoraux à l'intérieur même de la mosquée. Mais moi je l'ai vu de mes propres yeux ça, Atis-Mons. Moi j'ai vu des prédicateurs très connus. Mais me connaissant, Christophe, je vais pas nommer, mais des prédicateurs qui ont pignon sur rue sur les réseaux sociaux et dans ce qu'on appelle les différentes mosquées de France ont été les premiers à tuer des initiatives. À commencer, encore une fois, par Atis-Mons qui est un laboratoire. Il y a eu une mobilisation qui a fait tomber un maire PS qui était 20 ans au pouvoir. Il y en a qui ont été convoqués par le renseignement intérieur pour savoir quel était leur projet. Et qui a tué le projet? C'était pas l'opposition, c'était un prédicateur. Ouais. Qui s'est arrangé avec la mosquée locale, elle-même de mèche avec le consulat marocain, et qui ont tué tout mouvement de rassemblement.
Et ces jeunes-là, de quoi est-ce qu'on les a accusés? Ce sont des radicaux chiites. Foutaise des Nord-Africains sunnites. Bon, alors en fait, nos propres ennemis, ce sont nous-mêmes. Mehdi, t'as pas parlé depuis tout à l'heure, là, hein? Ah non, très intéressant, j'écoute vos échanges. Moi, je provoque volontairement. J'aimerais parler de deux choses. Déjà, la première, c'est par rapport aux Gilets jaunes. Enfin, pas par rapport aux Gilets jaunes, par rapport à l'ambiance politique actuelle. Ouais. Et la deuxième, j'aimerais qu'on vienne rapidement sur Beyrouth. Donc la première, tout est question de stratégie. Je pense que Yasser, Razik, moi, éventuellement toi et beaucoup de nos auditeurs, nous avons quand même des objectifs communs. Et même au-delà de nous, les Français en règle générale, au-delà des musulmans, on a des objectifs de bien-être communs. J'espère. Maintenant, politique, j'espère aussi. Maintenant, il faut agir en fonction de certaines stratégies. Il y a la stratégie du refus, la stratégie de la chaise vide, il y a la stratégie de la concertation, la stratégie du dialogue. Moi, personnellement, le père Ménard, la mère Le Pen, n'importe qui, si je peux, moi c'est pas personnellement, je suis pas en moyen de le faire, mais si nous avons un intérêt à retirer, d'aller discuter avec ces gens-là, même si on est d'accord, on n'est pas d'accord sur 95% des sujets. Mais si je peux en retirer un intérêt comme eux le font en nous manipulant et en manipulant notre image. Faisons-le. Ma foi, mais bien entendu, aujourd'hui, le grain de sable n'enrayera jamais la machine. Jamais. Non mais en jamais, plus, est-ce que tu penses un instant mais c'est toi qu'on va récupérer, Mehdi, c'est pas possible. C'est ça le truc. Soit on va te récupérer, soit on te mettra sur le carreau. Là, ça veut dire que c'est formidable ce qui se passe à la radio là. C'est formidable. Moi, écoute, sincèrement, je pense que mon école de pensée, elle est assez claire. Ouais. Je suis pour une autonomie politique et militante totale. Ça veut dire que l'auto-organisation, l'autosuffisance, l'autogestion, c'est pas tu fais session, c'est si les organisations majoritairement blanches peuvent se mobiliser pour leurs intérêts, mais il est complètement inconcevable que les populations racisées sous-traitent la défense de leurs intérêts à des personnes qui ne vont pas leur même problème. Mais qui a parlé de sous-traiter? Mais dans la réalité, ce que je veux dire en fait, dans la réalité, dans la pratique, c'est ça, Mehdi. Comment? Dans la réalité, dans la pratique, c'est soit de la sous-traitance, soit de la récupération. Ils vont prendre la relève et défendre les intérêts, mais est-ce que nous, on pourrait pas utiliser ces mêmes alors c'est la question que je me pose. C'est la vraie question. C'est pourquoi moi je peux pas manipuler ces gens. Pourquoi moi je peux pas m'afficher comme bon français avec Monsieur Ménard et à côté de cela, lors de mes réunions, sur mes réseaux sociaux et sur cela, dire tout ce que j'ai envie de dire et à la rigueur ce sera même certainement lui qui aura pas envie de me rencontrer plutôt que le contraire. Faire changer la peur de camp. Non, écoute, Mehdi, tu sais très bien que quand c'est toi qui prend une photo avec ces gens-là ou qui va les voir, tu seras fini. Tu sais très bien. Tu dis non mais il y a ça, t'es fini par rapport à ta propre aux personnes qui croient en toi, etc. Mais c'est en fait justement ils vont dire c'est quoi on va faire simple. Ils vont dire je suis pas raciste, vous avez vu je travaille avec un tel. Et ça j'ai entendu. Ouais. Des maires de droite, mais non mais je suis pas raciste, je suis copain avec le maire. On s'en a tous entendu. Donc ça c'est l'argument. C'est quand tu viens avec des positions qui sont tranchées, des avis fermes sur ta communauté, ta communauté la communauté nationale, mais là on parle de la communauté on va dire de vie, la communauté des gens des quartiers populaires. Quand tu viens avec des positions fermes, tu crois que ces gens auront envie de te serrer la main? Par contre, le problème, à mon avis, c'est un problème. C'est la problématique de la chaise vide dans tous ces débats. Non. Pour moi, c'est pas la chaise vide, c'est d'organiser à côté. Et de faire aussi bien si c'est pas mieux. C'est viable, Yasser, ça s'entend, ça se respecte. Mais le problème aujourd'hui, si tu fais le constat aujourd'hui, il y a rien. Il y a des initiatives très intéressantes. Non, on va prendre les 40 dernières années. Les 40 dernières années. Oui. D'accord? Oui, vas-y. Qu'est-ce qui a fait quel est le collectif qui a réussi à faire changer une loi? Non, un instant. Cite-moi un collectif. Ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Voilà. Franchement, d'accord. Bon, alors, maintenant, on sert à quoi, alors? les 40 dernières années, on va prendre tous ceux qui ont fait ce qu'on appelle de l'entrisme. Ouais. Et j'ai la chance d'être en très bon terme avec les militants qui m'ont précédé. Ouais. Ça veut dire ceux qui ont 55, 60, 65 ans, avec qui je parle. Parce que mon éducation fait que... Mais avec leur respect, ils ont fait quoi? Non, mais justement, c'est qu'on apprend, ça ne marche pas, l'entrisme. Ils sont précieux, 40 ans par 40 ans. Ils sont passés par là, et on a vu, ils ont dit, ça ne marche pas. L'histoire témoigne, et les personnes qui l'ont fait témoignent, elles sont encore vivantes pour le dire. L'entrisme qui a eu lieu par le passé, je suis désolé. Moi, j'ai vu personne au Parti Socialiste, aux Républicains, à l'UMP, bon, au Front National, on n'en parle pas, chez les communistes, dire moi, j'appartiens à la communauté française de confession musulmane et le revendiquer fièrement et mettre ça en avant. Je n'ai vu personne le faire. Ça a été un entrisme mou, ça n'a pas été un entrisme de combat, comme d'autres communautés ont su le faire. Je suis désolé, nous, notre communauté, je ne dis pas que l'entrisme est la solution. Je dis que ça pourrait être l'une des solutions. Mais il est pas non mais dis l'histoire, 40 ans d'histoire, c'est bon, on peut s'arrêter là.
Qui a mis la communauté en avant? Qui a dit, ben moi je travaille pour la France, mais également pour ma communauté? Non mais sincèrement, alors bon, moi sincèrement, moi ce discours-là, parce que je vais pas reprocher à des gens qui votent un candidat parce qu'il est blanc, pour ensuite promouvoir, je vais voter pour un candidat parce qu'il est noir ou arabe. Si le mec ou la personne ils sont incompétents, je ne voterai pas pour eux. D'accord. Ce sont les édits qui comptent. Mais ce que je veux dire, tu vois, par exemple, il y avait un auditeur qui reprochait entre guillemets à Farida Amrani de pas être allée assez vers. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait pour les communautés? Ou c'est toi qui disais ça? Est-ce qu'elle s'est identifiée comme Yasser qui disait ça, oui. Communauté pour que la communauté vote? Mais c'est exactement le fond de mon discours. C'est lorsque tu veux essayer de plaire comme, enfin, de faire en sorte que la France avance. Mais nous sommes une plus-value, une communauté française de confession musulmane positive et prospère. C'est énorme. C'est une plus pour la France. Ouais. Et c'est comme qu'il faut ce produit. Enfin, bon, ce que je pense. Si vous là vous attaquez vraiment un problème. Bah, je sais, mais c'est pour ça, on n'avait pas prévu d'en parler aussi longtemps, mais c'est important. Là, il y a un problème encore plus profond. Ouais. C'est que moi, je suis désolé, lorsque là, on va dire, voilà, on parle là où les communautés musulmanes, donc c'est une communauté de foi, donc le lieu de culte est un hub central. Ça veut dire, c'est une place centrale. Il y a beaucoup de mosquées qui sont impliquées socialement qui sont là pour améliorer le quotidien des fidèles, pour qu'ils puissent, comment dire ça, avoir une place pleine et entière. Non, je parlais pas de communauté religieuse, je parlais de communauté, on va dire, culturelle, entre parenthèses. De la manière dont elle est vue d'ailleurs par ceux qui nous le reprochent. Ouais. Bon, on voit quand même qu'il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot. Il y a un sacré travail. Il y a un vrai problème. Non, mais c'est très intéressant. Vous savez que ce débat est vraiment illustre une certaine frustration aussi quelque part. On est quand même frustré de ce qui se passe. On est conscient de nos limites pour le coup. On est conscient des enjeux. Est-ce qu'on est capable de s'autocritiquer? Moi, je trouve qu'on a un peu de mal des fois. Non, celui qui dit il y a un en fait, c'est toujours la faute des autres. Voilà, c'est ça. Et ça c'est vrai. Je suis désolé. On a un problème. Et si c'est pas la faute des autres, c'est une conspiration des Illuminati et de ceux qui ont buté Tupac Shakur. Il y a toujours une main invisible, mais il y a un moment, il y a une responsabilité individuelle. Quand on démissionne déjà à l'échelle individuelle, on peut pas dire, c'est simple, si on rate 2 fois sa cible, c'est rarement à cause de la cible. Mehdi, voilà. Pour finir là-dessus. Rapidement, ce que disait Yasser tout à l'heure sur certains prédicateurs musulmans qui essaient de sortir les musulmans de la res publica, de la vie sociale, ouais. Non pas pour sortir, on va dire culturellement, mais simplement politiquement. Voilà, de la vie sociale. C'est c'est politiquement criminel. On peut revenir rapidement sur Bayrou parce que j'aurais juste un petit truc à dire sur lui. Ouais. C'est quelqu'un qui a un objectif clair depuis des années, c'est de survivre politiquement. Ouais. Et là, voilà, on parle de stratégie politique. Lui, c'est un expert. C'est un expert parce que c'est quelqu'un quand même, il faut le rappeler, qui avant l'élection il affiliait Macron au monde des grands intérêts, au monde de l'argent. C'est ce qu'il disait. 6 mois après, changement de cap, incompatible. Il disait que, pas tout de suite, il disait que Macron, la candidature Macron, était incompatible avec l'impartialité exigée par la fonction de président et tout le tout team. Donc voilà, il s'érigeait en défenseur de la République. Il avait même dit qu'il mènerait la bataille contre Macron. Il négocie en fait. Il négociait son poste et ses députés en fait à ce moment-là, on le savait pas, c'est tout. Voilà, parce que 6 mois après, qu'est-ce qu'il a fait? La France décomposée, il a fait dans la démagogie, il a négocié une place, il a négocié un soutien en échange de la proportionnelle. Je suis désolé, mais si quelqu'un comme Bayrou peut le faire avec si peu de moyens, avec si peu parce que le MoDem c'est pas les Républicains, Mehdi, t'oublies que François Bayrou est un homme blanc. Oui. T'oublies ça, avec tous les privilèges que cela octroie. Non, il a des gens qui le suivent. Tu vois, Yasser, moi là où je diffère, c'est que je suis d'accord avec toi. Les privilèges blancs, on va pas se le cacher, on va pas se le nier, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait face à ça? On peut suivre certaines stratégies politiques, comme je te l'ai dit. Et là, le truc, c'est que Bayrou, derrière lui, il a quand même un petit peu de gens, il a un électorat réduit, conscrit à peu de choses, à peau de chagrin, mais qui bouge, des gens qui s'impliquent. Et nous, nos leaders, tels que toi, Yasser, je parle de toi, mais je parle d'autres leaders politiques ou leaders associatifs ou leaders communautaires, n'ont personne derrière eux. Et c'est ça le problème. Faudra qu'on arrête un peu de dire il y a personne pour nous représenter, c'est faux. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui se mettent en avant, mais derrière eux, quand ils se retournent, ils voient le vide. On fait un constat amer, les gars. Je trouve. J'aimerais citer une personne, pour pas la nommer. Il a eu un entretien une fois avec un haut placé de l'État, une personne dans les, on va dire, pas de la police, mais voilà, des personnes qui encadrent un peu la vie sociale. Et il a vu son travail, ses travaux. Il lui a dit, tu sais, les problèmes ils viendront pas de chez nous, mais de chez vous.
Et c'est une réalité. Et il a été, et le projet et encore une fois, le projet qui a été porté a été détruit de l'intérieur. Mais pas c'était comment ça s'appelle, des personnes, voilà, comme tu dis, de l'intérieur. Et ça, et en fait, c'est que ça a nuit à tout le monde. Et quand bien même t'expliquais, tu disais aux gens, voilà ce qui est en train de se dérouler, il y a une peur de sortir du rang et de dire, c'est pas juste, il faut faire quelque chose. Ça veut dire, en fait, c'était une fois encore un autre, un prédicateur qui est sorti parce qu'il voulait sa place, parce qu'il voulait, etc. Il a tout torpillé. Est-ce que petite information par rapport à cette manifestation de samedi qui aura lieu à Paris. Alors les autorités, le gouvernement a décidé que ça serait le Champ de Mars. Et une leader des Gilets jaunes a contesté sur LCI en disant nous n'irons pas au Champ de Mars mais sur les Champs-Élysées et place de la Concorde comme on avait prévu de le faire. Ça promet du sport. Ça promet du sport effectivement samedi dans les rues de Paris. Donc voilà. Est-ce que vraiment en un mot rapidement tous les trois à l'issue de cette journée de samedi, on attend, c'est vrai que beaucoup sont dans les expectatives pour savoir comment ça va se passer. Va-t-il y avoir du monde? Est-ce que ça va susciter un rassemblement énorme? Ça va faire pchit ou pas vous? Non, moi je pense pas. Moi dès le début c'était mon analyse. Je pense que il tape et c'est pour ça que c'est en train de prendre. Il tape sur de vraies problématiques, des problématiques que les organisations, les organes qui avaient la charge de ces problèmes ne s'occupent pas, c'est-à-dire la gauche et les syndicats ne s'occupent plus de ces problèmes-là. C'est vrai. Donc il y avait un vide, la nature a horreur du vide. Ils ont occupé ce vide, donc ça va prendre. Et pour le coup, le deuxième problème, c'est que c'est en train de se radicaliser. Il y a un syndicat qui les a rejoints, le syndicat FO de transport. Comme toujours, ils viennent toujours après la bataille. Ils viennent après la bataille sur des thématiques en fait qui leur sont propres et ça sert leurs intérêts sur des pour récupérer propres. Bon, allez, dans un instant, on dira juste un mot sur Trump parce qu'on avait quand même prévu d'en parler sur Trump qui sauve son ami MBS pour le coup. Je sais pas si c'est son ami ou c'est ses billets en l'occurrence, mais on en reparlera 2 secondes et surtout le zapping à suivre qui va nous permettre aussi de parler de plein de sujets. C'est le grand forum, c'est la vie et parfois dans les familles, vous voyez, il y a des petits j'allais pas dire des conflits parce que c'est pas le terme, mais des désaccords qui apparaissent et on est là, on lève la voix, on s'exprime, on s'entend, mais on se respecte avant tout. Il avait ça le cassé par terre. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Même en antenne, c'est agité. Forcément. Avec Yasser Al-Mati, avec Mehdi Chebaiki, avec Razik Metich. Mais en tout cas, moi, il y a une chose qui me rassure, les gars. C'est que voilà, il y a du potentiel. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. L'équipe du LGF, ils sont là. Ils représentent. Voilà. Alors, le zapping il va passer à la trappe, c'est clair, parce que je voulais qu'on parle de Trump quand même, pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, l'Arabie Saoudite est un allié spectaculaire, messieurs. La CIA n'a rien trouvé d'absolument certain. Les propos de Trump dans l'affaire Khashoggi qui font bondir les élus américains. Alors Trump est un bon homme d'affaires pour le coup les gars, parce que lui il défend il défend que les Américains, il défend son pays et il demande à MBS d'être gentil, de pas faire trop de bruit et surtout de cracher la monnaie. Ai-je bien résumé? Le problème, c'est que là, c'est une vision qui est extrêmement court-termiste. On sait que les intérêts, sont être moins basés sur une vision à moyen terme. Le problème, c'est que là, il est en train d'exploser le parti républicain. Il s'oppose au renseignement américain. Il s'oppose aux différents lobbies américains qui voient d'un très mauvais œil la place de MBS à la tête de l'Arabie Saoudite. Donc maintenant, combien de temps est-ce que, sincèrement, il y a eu la démocrate de Hawaï qui a tenu une phrase que je ne pourrais pas citer, vu sa vulgarité. La formule était très bien placée. Dire que l'Américain passe avant tout, ce n'est pas être la prostituée de l'Arabie Saoudite. Et ça vient carrément d'une députée. Donc maintenant, Trump n'a pas d'idéologie. C'est une mentalité, tout est à vendre, etc. Mais le problème, c'est que déjà, MBS, s'il a fait sortir des affaires étrangères pour dire que MBS ne sera jamais écarté du pouvoir, ça veut dire qu'il est encore sur la défensive. Mais ça soulève aussi un point, c'est qu'en France, il a du mal à le critiquer quand même. Il a du mal à le reconnaître parce qu'il a des intérêts, Yasser. Mais bien sûr, puisqu'il réfléchit au contrat d'armement, etc. MBS sait que l'Occident est à vendre. L'Amérique, pas plus que la France. On l'a vu avec Sisi, on l'a vu avec les Émirats, on le voit avec l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, le prince des Émirats était à Paris hier.
Ouais. Reçu par Macron. Reçu par Macron, exactement, et ça en dit long sur le sentiment d'impunité. Qui est visé par une plainte d'ailleurs en France. Ça, je savais pas, je l'apprends à l'instant, mais par contre, on sait très bien que les Émirats Arabes Unis ont mis sur la liste des organisations terroristes toutes les organisations islamiques d'Europe. Ouais. Donc, alors, Razik, sur Trump, là, sur sa manière de gérer, essaye de la voir de manière assez objective, parce que... Totalement, je vais être objectif, je vais même essayer de dépersonnaliser le débat en enlevant Trump et MBS. La relation américano-saoudienne est exceptionnelle. Ouais. On n'est pas dans la normalité, je le redis. Il a dit Trump, hein. Oui, non, on est dans l'exceptionnel le plus absolu. Ça veut dire qu'encore une fois, on a un quasi blanc-seing qui est donné à l'Arabie, à son pouvoir et à leurs exactions. Ouais. Mais c'est un quasi blanc-seing. Pour ça que je dis quasi, c'est que le système américain va négocier tous les avantages qu'il peut retirer. Ouais. Je vais donner juste un exemple, les gens, et pour les auditeurs, ça va leur parler. Depuis 6 semaines, c'est pas depuis 6 mois, depuis 6 semaines, le baril de Brent a perdu 23% de sa valeur. Depuis 6 semaines. Ouais. Depuis 6 semaines, l'Arabie Saoudite a mis 1,5 milliard de barils par jour en plus. Ça veut dire, elle a augmenté l'offre pour faire en sorte que le prix baisse. À la demande de Trump. À la demande de l'Empire américain. Ouais. Au-delà de Trump. À la demande de l'Empire américain. Il l'a dit il y a pas longtemps, Trump. Enfin, devant tout le monde. Il a dit, vous êtes à la solde et à la botte des Américains en parlant des Saoudiens. Le problème, pendant combien de temps encore, MBS va piller la trésorerie saoudienne pour d'une rester au pouvoir et sécuriser une protection américaine. Bien sûr. 450 milliards, on parle. Bien sûr. Après, ça viendra, c'est ce qu'il faut voir. Le coup viendra pas des USA, hein. Le coup viendra pas des USA. Si quelqu'un va déstabiliser l'Arabie, ça sera à l'intérieur même de l'Arabie. Non, apparemment, ils ont fait appel déjà. Enfin, plusieurs princes sont rentrés et en même temps, en fait, là, ce que je lisais sur Reuters tout à l'heure, c'est que on attend la mort du père de MBS. Mais on changera MBS, la famille Saoud restera toujours au pouvoir. La famille reste, que ça ne changera pas. Voilà, la famille Saoud. Non. Peu importe les personnages. Ne tombera pas. Non, par contre, s'ils tomberont, c'est de l'intérieur, pas des USA. Par contre, la famille Saoud est sortie de la crise de l'année dernière de cette année de l'année dernière extrêmement fragilisée. Ouais. Donc maintenant, l'opposition, les différents princes ont été rapatriés pour essayer de trouver une issue de crise. Et n'oubliez pas, ces princes-là ont leur orgueil et n'oublieront pas l'humiliation qui leur a été faite, soit d'avoir été écartés des cercles du pouvoir, soit d'avoir été retenus au Hilton. Mehdi, un dernier petit mot là-dessus, parce que ça y est, c'est fini déjà. Eh ben écoute, allez, on va passer sur MBS, mais bon, la peau dure, le larron, il faut le reconnaître. Mais j'avais dit que déjà à l'époque un prince saoudien faible, ça pouvait arranger des gens. Moi, ce que je voudrais dire, c'est simplement que là, il y a quelque chose qui joue aux États-Unis. C'est Trump versus l'État profond américain. Ouais. L'Amérique, c'est pas un président qui dirige d'une main de fer un pays. Les Américains déjà sont attachés à leur système démocratique, mais il y a tout un État derrière, toute une structure, toute une mécanique dont beaucoup de gens vivent, avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui commencent à vraiment montrer leur ennui face à l'omniprésence d'un président qui enlève, met des gens, en déplace des gens, insulte des gens. Et il y a la CIA par exemple, lorsqu'elle a rendu son rapport, voir le président le balayer d'un revers de la main ainsi, il est en train de se faire surtout des ennemis à l'intérieur de son pays. Ouais. Sans oublier que Trump n'est jamais à l'abri d'une procédure avec Mueller. Destitution. Ouais. Merci vraiment du fond du cœur, les gars. Vous avez été parfaits, au top comme d'habitude. Merci beaucoup, Razik, Mehdi, Yasser. Vous allez nous obliger à refaire ce tel trio très rapidement parce que l'actualité l'exige et parce que votre savoir et votre expérience et votre expertise, n'hésitons pas à le dire, nous intéresse à tous les trois. Merci Mehdi Chebaki, Yasser Louati, Razik Metiche et à très vite les gars. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah, Razik, la semaine prochaine? Logiquement, il y aura la défaite de Paris, je vais venir. Je taquine. Il faudra avec les Arbocas. Je viendrai le mercredi avec le maillot du gagnant. Très bien. Ah, alors là, je retiens. Vous avez entendu, les gars? Il viendra mercredi avec Paris ne gagne pas. Non, mais si Paris gagne, tu viens avec le maillot de Paris, mon pote. Avec une écharpe. Il fait froid, je prendrai une écharpe. Je demanderai à un de mes amis qui est supporter parisien. T'as entendu jusqu'ù ils sont prêts à aller, les Marseillais, à vendre leur rame au diable. Non, pas. Incroyable. Tu m'as entendu dire quoi que ce soit? Je rien dit. Je prends le pari, je vends rien à personne. Je prends le pari, vous allez perdre. Merci beaucoup. Salut Mehdi, salut mon Lyonnais. Merci aux auditeurs, merci à toute l'équipe. Bonne journée, les gars. Bonne soirée. Merci à tous. Et demain, on est de retour évidemment pour la récap comme chaque vendredi, parce que le vendredi c'est
mamie, forcément. Tarek Mamie sera avec nous demain entre 16h et 18h. Passez toutes et tous une excellente soirée 18h02 sur France Maghreb 2, c'est là que ça se passe. Vous l'avez compris. Le rappel de l'actualité avant de trouver Nabil, c'est Marine Garel. Bonsoir. Bonjour à tous, on débute avec cette alerte météo. Météo France a placé le département du Gard en vigilance orange, orage, pluie et inondation. Les gilets jaunes semblent moins mobilisés sur le terrain si l'on en croit les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un peu plus de 5000 personnes ont manifesté ce matin dans le pays, soit 2000 de moins qu'hier. À noter que plus aucun blocage ou barrage n'est signalé sur les axes majeurs en métropole. Et puis gilets jaunes toujours à 2 jours du prochain rassemblement à Paris. Les autorités se préparent. La police table sur 30 000 participants samedi dans la capitale. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a proposé le Champ de Mars comme lieu de rassemblement. Un espace qui selon lui offre toutes les conditions de sécurité nécessaires contrairement à la place de la Concorde. Yves Verrier élu à la tête de Force ouvrière. Le nouveau secrétaire général doit maintenant faire oublier le scandale du fichier et la démission le mois dernier de Pascal Pavageau. Le sort de Vincent Lambert examiné par le tribunal de Châlons en Champagne le 19 décembre prochain. Un nouveau rapport médical remis au juge ce matin confirme l'état végétatif chronique irréversible de Vincent Lambert. Et puis au Japon, le conseil d'administration de Nissan a écarté son président Carlos Ghosn, ce dernier toujours en garde à vue, est entendu dans le cadre d'une enquête pour malversation présumée et abus de biens sociaux. Ce drame à Mulhouse, un petit garçon de 9 ans est mort, frappé par son grand frère sur ordre de sa mère par téléphone. Son tort avoir refusé de faire ses devoirs. Les 4 membres de la famille ont avoué en garde à vue. L'ancien évêque d'Orléans, André Faure, a été condamné aujourd'hui à 8 mois de prison avec sursis pour n'avoir pas dénoncé les faits de pédophilie du père Pierre Castelet. Ce dernier a écopé de 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Près de 220 000 femmes subissent chaque année des violences de la part de leur conjoint ou ex-compagnon selon les données 2017 du gouvernement. Moins d'une femme victime sur 5 déclare avoir déposé plainte. Depuis le début du mouvement MeToo en octobre 2017, le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées sur un an a augmenté de 23%. Samedi, des marches contre les violences sexistes et sexuelles auront lieu dans toute la France. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.